Bien, mesdames et messieurs, monsieur le directeur général, cher Thierry, quelques mots d'abord pour vous souhaiter la bienvenue au centre de congrès du ministère à l'occasion de cette journée de formation et d'échange de l'école de management des ressources humaines de la DGAFP. C'est un point qui, pour nous, est important, en tout cas une initiative de la DGAFP que nous soutenons avec à la fois plaisir et conviction, tant nous sommes convaincus que les managers, ou plus exactement les encadrants, c'est un terme que je préfère utiliser, exercent aujourd'hui un métier difficile. Métier difficile car vous serez amené à évoluer dans un contexte mouvant, avec des besoins qui sont exprimés, besoins des usagers, besoins impliqués par des choix politiques en termes d'organisation territoriale, en termes de révision aussi du périmètre des politiques publiques, indépendamment des mouvements que nous avons pu connaître dans les années précédentes. Besoins aussi qui évoluent sous la force des contraintes budgétaires qui existent, cela arrive en tout cas, et qui imposent aux uns et aux autres souvent des trésors d'imagination pour rendre un service de qualité avec des moyens qui sont souvent contraints. Nous devons faire en sorte que l'ensemble de nos managers puissent être formés et puissent mieux appréhender ces évolutions, faire en sorte aussi d'accompagner un certain nombre de transformations qui peuvent générer des incertitudes, c'est assez humain, des remises en cause, tant des habitudes que des process, ou parfois générer de la pression. Faire face à de nouvelles organisations du travail, apprendre à manager à distance, apprendre à manager des collaborateurs en télétravail, ou encore manager des agents de générations différentes, avec la diversité des collectifs que nous rencontrons dans l'ensemble des administrations, et ce que cela implique aussi en diplomatie et en capacité à tenir la cohésion des équipes et à la garantir. Thierry Le Goff aura l'occasion dans quelques instants de développer combien l'innovation et la professionnalisation des managers dans ce cadre-là est un axe fort de nos politiques RH, et je laisserai évidemment détailler les actions mises en œuvre par la DGAFP. Je veux simplement souligner que cette direction générale, sous sa direction, développe une réelle culture managériale, que nous souhaitons que cette culture managériale, je l'ai dit, soit professionnalisée, qu'elle soit vue comme un véritable levier de transformation de l'ensemble de nos organisations, dans l'État, mais aussi au travers des trois versants, par les échanges que nous avons et que vous avez quotidiennement avec chacun de vos collègues. Nous avons défini un plan d'action interministériel de transformation de la fonction RH, avec différents services et différentes mesures prioritaires, de manière à ce que cette volonté que porte la DGAFP et que porte le ministère de l'Action et des Comptes Publics soit partagée par l'ensemble des ministres et des périmètres ministériels. Nous mettons en place des moyens pour accompagner ces innovations, faire en sorte de pouvoir partager les expériences et les découvertes parfois faites service par service et qui s'avèrent extrêmement profitables à tous. Cela passe par le fonds d'innovation, le fonds de soutien à l'innovation RH, qui est doté d'1 million d'euros chaque année et qui a permis depuis 2017 d'accompagner 129 projets, soit pour aider à les modéliser, à les conceptualiser, soit pour aider leur diffusion et permettre un échange de ces pratiques, en tout cas un partage de ces pratiques. Plus récemment, nous avons mis en place la bibliothèque des initiatives RH qui nous permettra, par son caractère évolutif, par son caractère participatif aussi, de disposer d'un outil mis en ligne qui peut être enrichi de nouveaux projets, qui peut être enrichi de nouvelles fiches de référence. Et ces fiches, ces projets sont ainsi à la fois géolocalisables, identifiables de manière thématique et évidemment partageables, puisque c'est là l'objectif, faire en sorte que les différentes initiatives prises dans tous les services puissent non seulement être accompagnées, puissent prospérer, mais puissent aussi être partagées de la manière la plus simple, la plus souple qui soit, quel que soit le point du territoire sur lequel les agents publics sont amenés à être en situation et en fonction. Cela fait partie des axes forts de la DGAFP, je l'ai dit, à la fois soutenir les innovations, les partager, et au travers de journées comme aujourd'hui, faire en sorte que cette culture du management, cette culture de l'encadrement, cette capacité collective à appréhender les transformations et l'évolution des besoins puisse être à chaque fois renforcée. Nous voulons aller plus loin en matière de responsabilité des acteurs, et notamment des encadrants, plus loin en matière de responsabilité des managers sur le terrain. C'est l'objectif que poursuit le projet de loi que je défends actuellement devant le Parlement. Il sera bientôt définitivement adopté.
L'Assemblée nationale l'a adopté le 28 mai dernier. Le Sénat s'en est saisi. Et après avoir ouvert cette matinée avec vous, je retournerai d'ailleurs au Sénat pour la dernière journée de débat le concernant. La commission mixte paritaire est convoquée le 4 juillet. Et indépendamment du fait qu'un accord ou pas soit trouvé en commission mixte paritaire, toutes les dispositions sont prises pour que ce texte soit définitivement adopté par le Parlement avant le 30 juillet. Nous espérons ainsi pouvoir publier les décrets d'application dès les mois de septembre, octobre et novembre. Thierry Le Goff y travaille ardemment avec ses collègues de la DGCL et de la Direction générale de l'organisation des soins, de manière à ce que l'essentiel des dispositions puisse être appliqué au 1er janvier 2020. Il y a trois aspects, plus un quatrième, mais trois aspects qui, à mon sens, vont permettre aux encadrants, aux managers, dans la proximité, de trouver plus d'autonomie et plus de confiance. C'est un des points qui m'a beaucoup marqué à chacun de mes déplacements dans les différents départements. Chaque déplacement, j'ai sollicité des préfets que soient organisées des réunions avec les agents des trois versants de la fonction publique de la ville dans lesquelles nous étions présents, sur la seule base du volontariat, avec à chaque fois entre 100 et 150 agents. Et j'ai eu l'occasion d'organiser 23 réunions de ce type. Les questions sont évidemment diverses, et la diversité tient aussi à la différence aux différentes catégories hiérarchiques présentes et aux différentes fonctions occupées. J'ai aussi presque systématiquement demandé à ce que me soit réservé un temps de travail et d'échange avec les chefs de service déconcentrés de l'État dans les départements. Ce que parfois ici, à Bercy, mais plus largement qu'à Bercy, à Paris, nous appelons l'encadrement intermédiaire. Alors qu'en réalité, lorsque vous êtes directeur départemental des territoires, lorsque vous êtes direct, lorsque vous êtes DDC SPP, vous n'êtes pas un encadrant intermédiaire, vous êtes le patron de votre direction. Vous pouvez avoir plusieurs centaines d'agents, parfois même plusieurs milliers d'agents sous votre autorité, et celles et ceux qui sont sous votre autorité ne considèrent absolument pas que vous êtes un encadrant intermédiaire et considèrent au contraire que vous êtes le grand patron des services dans lesquels ils évoluent. Et celles-ci, m'ont dit parfois les difficultés qu'ils rencontraient. Difficultés liées, d'une part, à l'absence d'informations suffisantes sur les réformes mises en œuvre et le sentiment d'être parfois pris entre le marteau et l'enclume. Et c'était une façon de répondre, très partielle évidemment, à ce sentiment-là, que de travailler et d'échanger directement avec eux pour anticiper, dire ce que nous voulions de la réforme et pouvoir la nourrir de leurs expériences. Il y a une deuxième chose qui est ressortie de ces échanges, c'est la demande d'autonomie. Parce que cette autonomie, cette capacité à prendre des décisions de manière déconcentrée, dans la proximité, est aussi le signe d'une confiance, en plus d'être le gage d'une simplification et d'une plus grande efficacité. C'est ce que nous cherchons à faire sur trois aspects. Le premier aspect concerne le dialogue social, puisque nous allons le refonder de manière extrêmement profonde. Nous souhaitons, vous le savez, fusionner les comités techniques et les CHS pour créer un comité social, d'établissement, territorial ou d'administration. Nous souhaitons qu'en plus de l'ensemble des compétences des CT et des CHS, ces comités sociaux soient amenés à exercer une nouvelle compétence qui consistera à déterminer et à voter sur les lignes directrices de gestion des ressources humaines. Et parmi ces lignes directrices de gestion des ressources humaines, nous pensons à la GPEC, nous pensons au plan de formation, nous pensons peut-être surtout, parce que c'est là le point de changement le plus important, aux règles générales d'accès à la mobilité et d'accès à la promotion, et aux barèmes, aux critères qui accompagnent la définition de ces règles. Une fois que ces règles générales d'accès à la mobilité et à la promotion auront été arrêtées dans les comités sociaux, nous considérons qu'il n'y a plus lieu de réunir les commissions administratives paritaires pour examiner les dossiers individuels. C'est un temps gagné, un temps important, une procédure qui est considérablement simplifiée et qui, je le précise, sera accompagnée de différentes modalités de recours si un agent considère avoir été discriminé ou ne pas avoir été traité comme le prévoient les lignes directrices de gestion des ressources humaines. C'est aussi une grande responsabilité que nous donnons aux encadrants, puisque cela signifie qu'en matière de mobilité comme en matière de promotion, une fois que les règles générales auront été appliquées, c'est à l'encadrant que reviendra la décision. C'est à lui que reviendra le choix des promotions et c'est à lui que reviendra aussi les processus de mobilité. Nous accompagnons cela d'outils techniques, je pense à Place de l'emploi public qui répertorie l'ensemble des postes titulaires ou contractuels de plus d'un an vacants. Nous avons diminué, à la fois renforcé l'obligation de publicité et diminué le délai à partir duquel nous pourrons constater l'absence de candidature titulaire pour ouvrir un processus contractuel. Et parce que nous sortons d'un examen des situations individuelles de mobilité en CAP, nous considérons qu'il reviendra à l'encadrant de formaliser le recrutement par la constitution d'un jury, par l'appel à des candidatures, sans être lié dans son choix
par des examens qui sont parfois extrêmement statutaires, pour ne pas utiliser d'autres adjectifs, à l'intérieur des CAP sans être liés par le calendrier de réunion de celui-ci. Il y a un deuxième aspect de la réforme du dialogue social qui va considérablement changer la vie des encadrants et des employeurs publics, quel que soit le versant auquel on appartient. Il s'agit de la volonté que nous avons, d'ici 18 mois après l'adoption de la loi et dans le cadre d'une ordonnance prévue à l'article 5, de permettre la conclusion d'accords majoritaires locaux, indépendamment de l'existence ou non d'accords majoritaires nationaux. Il faudra, par l'ordonnance, déterminer les champs du dialogue social qui pourront faire l'objet d'un accord local. Il est bien évident que les questions de rémunération, les grilles indiciaires ou la durée légale du temps de travail ne pourront pas relever d'un accord majoritaire local, mais nous avons en tête beaucoup d'autres domaines, très souvent liés à la qualité de vie au travail, que ce soit la question de la formation, je l'ai évoqué, que ce soit la question du télétravail, que ce soit la question de l'égalité professionnelle, de la lutte contre les discriminations. À chaque fois, il est bien évidemment entendu que lorsqu'un accord national existe, un accord local ne peut que l'améliorer ou le préciser, avec la clause de bonne fortune. Mais lorsqu'il n'y a pas d'accord national, cela permettra à des établissements déconcentrés, à des collectivités territoriales ou à des établissements hospitaliers de pouvoir conclure un accord et ainsi développer une culture de dialogue social de proximité. Là aussi, c'est une responsabilité nouvelle, à la fois pour les encadrants, mais aussi pour l'ensemble des partenaires sociaux qui seront confrontés, au sens positif du terme, à cette nécessité de dialoguer et de trouver des points d'entente pour pouvoir avancer sur ces sujets-là. Il y a un deuxième aspect qui va, là aussi, renforcer la culture du management et de l'encadrement. Cela concerne la question du recrutement et la gestion des carrières, ou en tout cas la reconnaissance de l'engagement des agents publics. Nous souhaitons faire en sorte que les managers, les encadrants puissent recruter plus librement. C'est la raison pour laquelle, au-delà des procédures que j'ai évoquées concernant les CAP en matière de mobilité, nous voulons élargir les conditions de recours à des agents contractuels. Il n'y aura aucune obligation pour aucun des encadrants. L'objectif que nous avons est de donner une possibilité. Possibilité accrue dans la fonction publique d'État d'avoir recours au CDI en primo-recrutement. Cela peut être un outil d'attractivité dans certains territoires où nous avons du mal, parfois, à faire venir telle ou telle compétence. Possibilité accrue d'avoir recours à des contrats sur emploi permanent, de 3 ans renouvelables une fois, dans les 3 catégories, pas seulement en catégorie A comme aujourd'hui, avec, nous le souhaitons, un recrutement indifférencié de titulaires et de contractuels dans les établissements publics administratifs. Nous voulons aussi, dans ce cadre, permettre 2 innovations, de nouveautés en tout cas. La première consiste à ouvrir les emplois de direction à des agents contractuels, à la fois dans une logique de diversification des profils, mais aussi parce que nous savons que nous avons plus de 200 000 agents publics aujourd'hui qui sont titulaires d'un CDI. Mais parce qu'ils sont contractuels, bien qu'en CDI, ils ne peuvent accéder à des emplois de direction, quelle que soit l'expérience ou la compétence dont ils font preuve sur le poste qu'ils occupent et dans les organismes au sein desquels ils sont employés. La deuxième nouveauté est la création d'un contrat de projet, puisque nous souhaitons, là aussi, autoriser les recruteurs, les employeurs, à recruter des agents en CDD, je le précise. Des CDD d'une durée de 1 à 6 ans. Et je précise aussi, parce que parfois c'est une crainte, qu'il est hors de question de recruter un agent contractuel en lui disant qu'il est le bienvenu et qu'il restera avec nous pendant 1 à 6 ans. Il s'agit de signer un contrat de projet indiquant la durée du projet, en indiquant si ce projet est prévu pour durer 4 ans, s'il est prévu pour durer 5 ans. Et d'ailleurs, nous avons prévu qu'en cas de rupture anticipée du contrat à une initiative autre que celle de l'agent contractuel, il soit prévu une indemnité de défaisance, si l'on peut dire, en tout cas de rupture anticipée, de manière à protéger les agents. Nous souhaitons que ce contrat de projet soit ouvert aux agents en équivalent catégorie A et catégorie B. Il y a un débat actuellement avec le Sénat, avec l'Assemblée nationale, pour savoir si l'on élargit la possibilité d'avoir recours au contrat de projet en catégorie C ou pas. Ce sont les discussions en CMP qui permettront de trouver le point d'atterrissage dans un sens ou dans un autre d'ici les prochains jours. C'est un outil qui nous semble utile puisqu'il nous permettra, et il permettra aux administrations de s'adjoindre des compétences techniques, souvent particulières, pour un temps nécessaire, et non pas à l'échelle de toute une carrière, avec une logique à la fois de souplesse pour l'administration, mais aussi pour l'agent contractuel, puisque nous savons les uns et les autres que la culture évoluant, les attentes, les aspirations des uns et des autres évoluant, nous connaissons toutes et tous des hommes et des femmes dans ce pays qui sont prêts à servir l'action publique pendant un certain nombre d'années, sans nécessairement eux-mêmes imaginer le faire à l'échelle de toute une carrière et entrer dans les processus qui sont propres à la titularisation dans la fonction publique.
Cela peut être dans la fonction publique territoriale pour la mise en place d'un PLUIH, pour la mise en place ou la mise en œuvre d'un projet de rénovation urbaine. Cela peut être aussi dans d'autres domaines, tous versants confondus, sur des process de dématérialisation ou de modernisation qui nécessitent d'avoir recours à une compétence particulière pendant un temps donné. Nous allons aussi, toujours en termes de conduite de carrière et de gestion de carrière au quotidien, faire en sorte de simplifier, de simplifier la vie, mais surtout de donner plus de levier aux encadrants. À la fois en permettant la définition d'une part variable dans la rémunération des contractuels. Nous avons fait le choix de ne pas rendre obligatoire la part variable, et ce qu'on appelle parfois, improprement d'ailleurs, la rémunération au mérite, mais nous faisons en sorte que chaque employeur et que chaque agent titulaire ou contractuel puisse décider de la mise en œuvre d'une part variable dans la rémunération. Nous acceptons aussi de faire évoluer le complément individuel annuel, le CIA, pour qu'il soit lié à la fois à la performance individuelle, mais aussi à des performances collectives, puisque ça nous semble être une évolution intéressante pour favoriser des projets de service et des cohésions d'équipe. Nous allons modifier aussi la manière dont est évalué l'engagement des agents publics. Il y a, dans l'administration de l'État, parfois, dans l'administration territoriale, très peu souvent, et dans la fonction publique hospitalière, quasiment tout le temps, la survivance d'un système de notation. Notation que certains trouvent infantilisante, en tout cas avec un caractère arithmétique qui est souvent assez éloigné de la capacité à prendre en compte une situation individuelle et des perspectives. Et nous souhaitons mettre fin à la notation. Y mettre fin de manière générale, ce qui signifie généraliser l'entretien d'évaluation professionnelle, et dans le secteur hospitalier en particulier, être extrêmement vigilant, et nous prendrons le temps nécessaire pour cela, puisque vous savez que dans ce secteur en particulier, un lien est fait entre un certain nombre de primes et la notation des agents, contrairement aux deux autres versants où le lien est moins évident, en tout cas sur des primes qui ont un caractère très variable, alors que pour l'hospitalière, nous touchons directement au régime indemnitaire. Nous avons la conviction que généraliser l'entretien d'évaluation professionnelle est une bonne méthode pour favoriser un management de proximité plus humain, plus responsable aussi, dans la mesure où cela amène l'encadrant et l'évaluateur à verbaliser et à formaliser son appréciation sur l'engagement des agents et la perspective qu'on peut leur donner. Cela amène aussi l'agent à verbaliser les difficultés ou les réussites qu'il a connues pendant l'année et les perspectives qu'il veut se donner pour l'évolution de sa carrière professionnelle. Et je pense que c'est intéressant aussi de pouvoir avoir cet échange avec chacun des agents. Il y a enfin une troisième volonté, un troisième point qui va amener les agents et les encadrants à voir évoluer leur cadre de travail et les relations qui sont les leurs. Ce point touche à la question des mobilités et à l'accompagnement des transitions. Je l'ai dit dans mon propos introductif, vous êtes amenés quotidiennement à mettre en œuvre des transformations, à mettre en œuvre parfois des réorganisations structurelles. Et il arrive aussi, nous le savons, que vous soyez amenés à mettre en œuvre des plans de suppression d'emplois, de réduction des effectifs ou, le plus souvent, de non-renouvellement de départ à la retraite. Nous avons aussi en tête que la nouvelle organisation territoriale de l'État, et ce n'est ni une première ni une dernière à mon sens, aura comme conséquence des rapprochements de réseau et des réorganisations assez structurelles dans les services déconcentrés, mais pas seulement. Il faut que l'État soit enfin à la hauteur de ce qu'on doit exiger, de ce qu'on peut attendre d'un employeur en matière de restructuration. Nous avions d'ailleurs une alerte assez forte qui date de fin 2017, lorsque le Conseil d'État, dans une décision, avait souligné combien étaient carencés les textes réglementaires en matière de droit au reclassement. Nous voulons y travailler de deux manières. D'abord avec un dispositif d'accompagnement des restructurations, je vais en dire un mot, mais aussi avec la volonté d'améliorer tous les dispositifs de mobilité, à la fois interministériels, interversants et du secteur public vers le secteur privé. Interministériel par la généralisation, en tout cas la normalisation, faire en sorte que ce soit un droit commun de la position normale d'activité, par exemple, avec des garanties en termes de déroulement de carrière, de maintien de rémunération, de manière à ce que, j'allais dire chacun, ça serait ambitieux, mais que beaucoup des obstacles que nous connaissons à la mobilité interministérielle puissent être supprimés et ainsi que l'on puisse favoriser une mobilité beaucoup plus forte. Interversant, cela passe là aussi par la facilitation des procédures et cela renvoie d'ailleurs aux modalités de recrutement que j'ai évoquées au titre de la simplification du dialogue social. Ça passe par des mesures extrêmement techniques mais importantes, comme le fait, par exemple, de neutraliser le différentiel de cotisation
de l'employeur pour la retraite entre la fonction publique d'État, autour de 76%, et la fonction publique territoriale, au-dessus de 30%, ce qui est évidemment un frein majeur lorsque les employeurs territoriaux souhaitent accueillir en détachement un agent public de l'État, alors que ce détachement pourrait être profitable tant à la collectivité qu'à l'agent en termes de parcours professionnel. C'est faire en sorte, enfin, d'accompagner les mobilités vers le secteur privé, mobilité sous forme d'aller-retour, et c'est l'objet du décret du 27 mars dernier qui a été publié, qui s'applique, et qui permet à un agent faisant valoir son droit à une disponibilité pour convenance personnelle et qui soit se consacre à des activités personnelles, ça peut être parfois contraint, je pense notamment au fait de suivre un conjoint ou une conjointe qui a fait l'objet d'une mutation d'office, d'une mutation obligatoire, mais ça peut être aussi pour vivre une expérience dans le secteur privé. Et avec ce décret du 27 mars, nous faisons en sorte que lorsque l'agent revient avant 5 ans, avant un délai de 5 ans, il puisse avoir conservé le bénéfice de son déroulement de carrière, de son avancement et de son ancienneté, puisqu'aujourd'hui, nous savons que parfois des agents en disponibilité hésitent à revenir pour des différentiels de rémunération dans le secteur public et le secteur privé, nous le savons. Mais si vous ajoutez au différentiel de rémunération le fait qu'avant ce décret, les agents retrouvaient leur carrière là où ils l'avaient laissée, il y avait un motif de plus à ne pas vouloir revenir et à continuer l'expérience dans le privé. Le deuxième aspect de cette mobilité vers le secteur privé tient à l'accompagnement de départ plus définitif. C'est la simplification que nous voulons poursuivre par voie réglementaire de l'accès à l'indemnité de départ volontaire. C'est aussi, et peut-être surtout, la mise en œuvre dans la fonction publique pour les agents titulaires comme pour les agents contractuels dans les 3 versants de la rupture conventionnelle, sur le même modèle que le secteur privé, c'est-à-dire basé sur un consentement partagé, évidemment, ça ne peut pas être une décision unilatérale. C'est une demande qui peut évidemment être refusée par l'employeur. Et par ailleurs, cette rupture conventionnelle sera accompagnée d'une indemnité de départ qui sera fixée par décret, sera accompagnée du bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi, avec cette particularité dans le secteur public qui tient, le plus souvent en tout cas, à l'auto-assurance de l'allocation retour emploi par les employeurs publics. C'est à la fois une contrainte, puisque l'employeur public qui acceptera une rupture conventionnelle devra faire face au financement de l'allocation de retour à l'emploi pendant un délai de 2 ans. C'est aussi un outil de régulation si jamais tel ou tel employeur imaginait que la multiplication des ruptures conventionnelles serait un outil utile pour diminuer de manière assez rapide et drastique les effectifs de son service. Le principe de l'auto-assurance, de l'autofinancement de l'ARE est là un outil de régulation, je crois, assez efficace et qui permettra de garder à la rupture conventionnelle le caractère que nous voulons lui donner, permettre à des agents publics qui souhaitent changer de carrière professionnelle de trouver là les moyens et la sécurité financière nécessaires pour le faire. J'imagine, ou je pense par exemple à la volonté de créer une entreprise qui sera ainsi permise pendant un certain temps par l'ARE ou aller vers le secteur privé. Ce sont tous ces aspects-là que nous poursuivons et que nous voulons mettre en œuvre. Il y a enfin un dernier point en matière de mobilité que je veux souligner devant vous, qui va, je crois, changer profondément la manière d'accompagner ces restructurations. Il tient justement au fameux droit au reclassement que j'évoquais il y a un instant. Nous avons voulu le préciser et nous voulons travailler en 3 étapes. Une première étape qui tombe sous le sens, mais parfois ce qui est évident vaut la peine d'être répété et dit clairement. Lorsqu'un poste est supprimé, lorsqu'un agent voit son poste remis en cause, la meilleure façon de le reclasser, c'est encore de pouvoir lui proposer, du fait de telle ou telle mobilité ou départ en retraite, un poste dans son service, dans son ministère et sur la même implantation géographique que celle où il est installé. Ça tombe sous le sens, mais rappelons-le et faisons en sorte que ce soit appliqué le plus souvent possible. La deuxième façon de procéder est d'encourager les mobilités géographiques au sein du même ministère, en tout cas du ministère d'appartenance. Et dans un cadre réglementaire, nous avons créé de nouveaux outils, en tout cas renforcer les outils existants. Je pense notamment au doublement de la prime plafond de restructuration de services qui, depuis le mois de février dernier, a été doublée pour être portée à 30 000 €. Et la part conjointe, qui était autour de 4 000 € a été portée à 7 000 €. C'est un outil utile, je crois, pour accompagner les mutations et les mobilités géographiques. Je pense à ce que j'ai évoqué il y a un instant sur la prise en compte, la neutralisation des différentiels, notamment de régimes indemnitaires, parce qu'on sait que ça peut arriver parfois au sein du même ministère. Vous connaissez tous l'hétérogénéité et parfois les difficultés à expliquer telle ou telle différence de situation. Et donc, nous souhaitons pouvoir mieux accompagner ces mobilités. Nous allons aussi créer, la mission de préfiguration va être lancée le 1er septembre prochain, la préfiguratrice, puisqu'il y a de grandes chances que ce soit une préfiguratrice
est en cours de recrutement. Et donc, nous allons créer une agence de mobilité et de reconversion professionnelle pour les agents publics, qui aura plusieurs objectifs, à la fois gérer un certain nombre de fonds interministériels, je pense au fonds d'accompagnement des initiatives en ressources humaines, qui est différent du fonds d'innovation. C'est un fonds nouveau que nous avons créé, qui est doté de 50 millions d'euros en 2019, et qui vise à cofinancer, je dis bien cofinancer, puisque nous souhaitons que les ministères employeurs restent responsables, donc ça ne sera pas un financement intégral, mais un cofinancement, des études, des bilans de compétences, des formations dans le cadre de reclassement, mais aussi, à partir de 2020, une participation au financement des indemnités liées à la mise en œuvre des ruptures conventionnelles. Cette agence aura aussi vocation à sortir les agents concernés par une restructuration du seul face-à-face avec leur autorité hiérarchique et leur employeur ministériel. Parfois, il est bon, lorsque la situation peut être difficile, parce qu'on sait que les restructurations ne sont pas toujours aussi simples que nous le souhaiterions, d'avoir un regard interministériel pour garantir aux agents, quel que soit leur ministère d'appartenance, la même qualité d'accompagnement et le même niveau de traitement. Enfin, nous souhaitons que cette agence puisse aussi avoir un regard, en tout cas un accompagnement, sur la situation des conjoints ou des conjointes, de manière à ce que ces freins, parfois à la mobilité, je ne parle pas des conjoints et des conjointes, mais de la difficulté qu'il y a à envisager deux mobilités simultanément, puissent être mieux accompagnés. Cela fait partie des choses que nous avons mises en place et qui vont permettre de mieux travailler, je crois, de mieux accompagner les mobilités géographiques. Enfin, nous créons un troisième outil de reclassement des agents publics, qui lui est totalement nouveau, puisqu'il s'agit d'une priorité d'affectation locale. Nous souhaitons pouvoir garantir à un agent dont le poste est remis en cause le fait qu'il puisse rester agent public de l'État dans le même territoire que celui où il est implanté, parce qu'il a le droit de vouloir y rester, pour rester auprès de sa famille, parce qu'il a investi dans l'immobilier, parce qu'il a sa vie sociale, sa vie familiale, sa vie personnelle dans ce territoire-là. Rester dans un territoire lorsque votre emploi est supprimé, et lorsque parfois même votre service est retiré de ce territoire, est parfois une gageure, en tout cas c'est aujourd'hui une gageure, mais ça nécessite en tout état de cause de changer de métier, en tout cas de changer de ministère, et si l'on change de ministère, d'apprendre de nouveaux process, d'apprendre aussi de nouvelles matières parfois, et c'est la raison pour laquelle nous proposons aux agents d'avoir cette garantie. Nous l'accompagnons d'un congé de transition professionnelle, qui sera d'une durée maximum de 12 mois, pendant lequel l'agent sera rémunéré au même niveau que lorsqu'il était en activité, indiciaire et indemnitaire compris, de manière à favoriser ces mutations et ces mobilités interministérielles à l'échelle d'un territoire. Ça va changer profondément votre façon d'exercer, dans la mesure où les préfets de région seront à la manœuvre pour assurer l'application et l'effectivité de ce nouveau droit. Ça signifie aussi qu'il faut garantir le fait que les ministères non restructurés jouent le jeu du reclassement des ministères qui sont restructurés. Et donc ça signifie aussi que si ces ministères ne jouaient pas le jeu, les préfets de région soient en capacité de préempter une partie des postes vacants, ouverts, dans les ministères non restructurés pour garantir le reclassement des agents dont l'emploi aurait disparu. Et vous imaginez toutes et tous ce que ça peut signifier aussi en termes de gestion des carrières dans les ministères qui accueilleront ces nouveaux agents, parce que parfois il arrive que tel ou tel agent, dans telle ou telle fonction, ait en tête que d'ici 3 ans, 4 ans, 5 ans, son supérieur hiérarchique direct aura fait valoir ses droits à la retraite et que la logique voudrait qu'il lui succède. Ces logiques pourront être aussi percutées par ces nouveaux modes de reclassement, et donc c'est aussi un enjeu qu'il va falloir prendre en compte et intégrer. Et enfin, parce que j'ai été trop long, je termine par un dernier point. Je disais qu'il y avait 3 axes dans le projet de loi qui participaient d'une modification, et en tout cas, je crois, d'un renforcement du rôle des encadrants et des managers. 3 axes que je viens d'évoquer, et je disais qu'il y en avait 3 plus 1. Le plus 1, c'est celui de l'égalité, parce que nous avons, par ce texte, et de manière générale, une grande exigence d'égalité et d'amélioration, en tout cas, de renforcement de ce chemin et de ce travail vers l'égalité entre les agents. Cela passe par des dispositions en matière de handicap. Nous avons modifié les règles lors de l'adoption de la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 sur les déclarations, sur la manière dont sont recensés les agents en situation de handicap dans une fonction publique qui a déjà fait, et c'est heureux, beaucoup d'efforts en la matière. Nous avons aussi modifié les règles en matière de financement du fonds d'insertion pour l'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique, et le décret a été publié ce mercredi pour garantir au FIPHFP un financement à hauteur de 130 millions d'euros dans les années qui viennent, ce qui correspond au niveau de financement qui nous paraît utile pour assurer les interventions qu'il doit assurer au profit des services et des agents concernés.
Nous allons créer une procédure dérogatoire de promotion pour les agents en situation de handicap à titre expérimental, de manière à permettre un déroulement de carrière dans de meilleures conditions pour ceux-ci. Et nous allons peut-être surtout, parce que c'est une modification importante, même si elle ne paye pas de mine, à vrai dire, supprimer la référence au caractère physique du handicap, puisqu'aujourd'hui, les concours adaptés notamment, les procédures adaptées, les accompagnements sont liés à la reconnaissance d'un handicap physique. Or, nous savons toutes et tous que le handicap n'est pas que physique. Et donc, en supprimant cette référence au caractère physique du handicap, nous ouvrons le champ des procédures dérogatoires et des accompagnements à d'autres formes de handicap, et je pense que c'est une bonne chose pour favoriser la création d'une fonction publique plus inclusive. Enfin, en matière d'égalité, mais c'est évidemment partiel plus exactement, pardonnez-moi, parcellaire pour être précis, je veux dire un mot des dispositions du texte qui concernent l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il s'agit d'une transposition de l'accord intervenu le 30 novembre 2018, signé par l'intégralité des employeurs publics des 3 versants et par 7 des 9 organisations syndicales représentatives. Il y aura des obligations nouvelles en matière de formalisation de plans de réduction des inégalités salariales. Nous allons élargir la liste des métiers faisant l'objet d'une obligation de nomination équilibrée. Nous allons introduire une modification qui va vous concerner très directement, concernant les avancements et les promotions au choix. Nous souhaitons que les avancements et les promotions au choix soient dans leur répartition entre femmes et hommes, représentatives dans cette répartition, de la répartition femmes-hommes, des corps et des cadres d'emploi concernés. Il n'est pas normal d'avoir des corps féminins à 80% et de constater que les promotions sont masculines à 80%. De la même manière qu'il ne serait pas normal, mais admettons que c'est plus rare, qu'il y ait des corps qui soient masculins à 80% et que 80% des promotions profitent à des femmes. Ce deuxième cas de figure est nettement plus rare et je dois même dire ne jamais l'avoir rencontré. Mais si vous en connaissez un, n'hésitez pas à me le dire. C'est un peu comme les poissons volants, ça n'est pas la majorité de l'espèce et c'est assez rare d'en croiser. Donc nous sommes toujours preneurs de ces expériences-là. Ceci étant, nous allons faire en sorte donc que la répartition femmes-hommes des promotions et des avancements au choix soit représentative de la répartition femmes-hommes des corps et des cadres d'emploi concernés. Il y a d'autres dispositions dans cet accord sur l'égalité entre les femmes et les hommes, au-delà des réductions d'inégalités salariales et de la question du déroulement de carrière ou de l'accès aux responsabilités. Je pense notamment à des éléments qui facilitent la conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle, à d'autres éléments qui vont, je l'espère, faciliter la lutte et la prévention des comportements ou des violences sexistes et sexuelles dans l'intégralité des services publics. Mais je l'ai dit, j'ai déjà été trop long et je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à regarder et à prendre connaissance des dispositions de l'accord, sachant que la chance, en tout cas l'opportunité que nous avons de proposer au Parlement une loi sur la fonction publique quelques mois après la conclusion de l'accord, nous permet, au 1er janvier 2020, de rendre effective la quasi-totalité des dispositions de cet accord, ce qui est à souligner, puisque souvent, entre la signature d'un accord et la transposition dans la loi des dispositions qui le nécessitent, il peut se passer plus de temps, et là, le calendrier est pour le coup une véritable opportunité. Voilà ce que je voulais dire devant vous. J'insiste sur un dernier point avant à la fois de vous abandonner pour gagner le Sénat et continuer les débats avec les sénateurs, ainsi que céder la parole à Thierry Le Goff, sur le fait que ce que je vous ai dit là en termes de modification des conditions dans lesquelles vous allez être amené à encadrer et à exercer cette fonction de management, c'est une chose, puisque cela relève de la loi et que ça doit être appliqué, que ça doit être accompagné par les initiatives de la DGAFP que j'ai évoquées en termes de soutien à l'innovation, en termes de partage des expériences et de développement d'une culture managériale, et une journée comme aujourd'hui y participe évidemment. Ça doit aller plus loin, et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé, et nous demanderons, notamment dans le cadre de la haute fonction publique, à l'ensemble des écoles de services publics, quelles que soient les catégories hiérarchiques concernées, quels que soient les grades concernés, d'intégrer ces aspects-là et ces modifications en termes de management dans leur programme. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons veillé à ce que dans le schéma directeur de formation continue des agents de l'État, à l'échelle du quinquennat, doté de 1,5 milliard d'euros, ces thématiques et ces priorités soient aussi incluses pour que dans votre exercice, dans l'exercice des managers, dans l'exercice des employeurs publics, les moyens de formation, à la fois de ceux qui sont directement concernés, les encadrants, mais aussi de vos équipes, puissent être prévus, puissent être programmés, et que vous puissiez en disposer le plus rapidement possible par tous les moyens qui sont disponibles, mais Thierry aura l'occasion d'y revenir. Je m'arrête là, merci pour votre attention.
Bonne journée à toutes et à tous. J'espère que cette journée sera fructueuse, qu'elle vous sera utile, mais ça, je n'en doute pas. Et je termine d'ailleurs, parce que je ne l'ai pas fait au début de mon propos, sinon pour saluer le travail de Thierry, par remercier l'ensemble des équipes de la DGFP pour l'organisation de ces journées et de cette formation. Merci de votre attention. Bonne journée à toutes et à tous.